Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus particulière que d'habitude et qui a un petit peu changé de format puisque cette vidéo signe le retour des analyses d'œuvres. Bien évidemment, les analyses classiques où je vais te parler d'une œuvre en long et en large resteront, mais je me suis dit que ce concept pourrait être sympa aussi à faire. Donc, comme tu l'as compris actuellement ainsi qu'avec le titre, aujourd'hui, on va s'intéresser à une saga que j'affectionne particulièrement, qui n'est autre qu'Harry Potter. Et si tu as regardé les films de la saga, tu as peut-être remarqué, ou non, certaines œuvres qui étaient cachées dans chaque film. Bien évidemment, j'ai dû faire des choix, donc ici on va parler uniquement du premier film, et je ne parlerai pas d'architecture. Évidemment, ce concept, il n'est pas sorti de nulle part, c'est après avoir lu un article dans Connaissance des Arts que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Donc je te mets cet article en barre d'infos, et aussi après en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait déjà une vidéo sur les œuvres d'art cachées dans Harry Potter, mais qui du coup ne se concentre pas uniquement sur le premier film, mais sur plusieurs films de la saga. Moi je voulais apporter ma patte en tant qu'historienne de l'art pour essayer de rajouter un peu de mes connaissances et de faire avancer tout ça. Donc maintenant que tout est dit, je te laisse avec la suite de la vidéo. Tu l'auras compris, aujourd'hui je vais te faire visiter les différents lieux de Poudlard et te montrer les œuvres qu'il peut y avoir dans chacune de ces pièces. On va tout de suite commencer par la cage d'escalier qui mène aux différents dortoirs. Évidemment on commence par ici parce que à mon avis quand je te dis œuvre d'art dans Harry Potter, tu dois penser tout de suite à cette cage d'escalier qui est ornée d'une multitude de tableaux, toute époque confondue. Gryffindors, follow me please. Keep up. Thank you. Ravenclaw, follow me. This way. This is the most direct path to the dormitories. Oh, and keep an eye on the staircases. They like to change. Keep up, please, and follow me. Quickly now, come on. Come on. That picture's moving. Look at that one, Harry. I think it counts as you. Oh, look! Who's that now? Welcome to Hogwarts. Who's that? Dans cette cage d'escalier, tu vas trouver différents types de tableaux. Par exemple, la plupart sont en fait des reprises de styles, de mouvements artistiques, mais les personnages qui sont dedans sont les techniciens qui ont travaillé sur le film. Évidemment, la plupart des tableaux sont aussi revus à la sauce sorcier, ce qui explique par exemple ce tableau où tu as un couple de sorciers qui sont en fait deux personnes qui ont travaillé sur le film. Pour ce qui est des inspirations d'œuvres ou d'idées, de styles, d'artistes ou de mouvements, tu peux retrouver le tableau de cette jeune mariée qui peut rappeler des tableaux comme ceux de Thomas Lawrence avec le portrait de Catherine Grey, Lady Manners, qu'il a réalisé en 1794. Évidemment, c'est pas une copie strictement brute, mais peut-être une inspiration, une idée qui est venue de ce genre de tableau. Ensuite, tu vas aussi trouver des œuvres originales qui sont intégrées au sein de Poudlard. On va tout de suite commencer avec ce portrait. Alors, il faut un petit peu le chercher quand tu regardes le film. Faut vraiment plisser des yeux pour le voir. Mais c'est un portrait d'un auteur inconnu de Anne Boleyn, qui a été fait à peu près vers le XVIe siècle. Anne de Boleyn, tu la connais peut-être comme étant la deuxième épouse du roi Henri VIII, qui fait partie de la dynastie des Tudors, qui avait aussi la fâcheuse tendance à de temps en temps éliminer ses femmes, et c'est ce qui s'est passé pour Anne Boleyn. Une des raisons, mais il y en a d'autres, et qu'elle n'arrivait pas à donner d'héritier mâle au roi, et donc il a décidé de l'accuser d'adultère et de la faire exécuter. Elle a longtemps été enfermée dans la tour de Londres avant son exécution, et tu peux aller visiter ça d'ailleurs à Londres si ça t'intéresse. Il s'est avéré plus tard que ces accusations étaient totalement fausses. Pour faire le lien avec Poudlard, elle a aussi été accusée de sorcellerie, ce qui pourrait être un bon lien à faire avec l'école des sorciers. Pas très loin de ce portrait, tu as un autre portrait constitué de plusieurs têtes de personnes. Ce portrait est de William Hogarth, qu'on va retrouver un petit peu plus tard encore une fois sur les murs de Poudlard, et cette œuvre c'est Tête de 6 domestiques du peintre, qu'on appelle plutôt en français les domestiques d'Hogarth. Le tableau a été fait vers 1750-55. Cet artiste, il est très
très connu, que ça soit en histoire de l'art en France, mais aussi en Angleterre. Et il est surtout connu pour être un portraitiste. Généralement, on le connaît plutôt pour ses portraits des membres de l'élite, mais ici, il va faire le portrait de domestiques qu'il individualise dans son tableau, même s'il semble former un groupe. En fait, si tu regardes bien, aucun ne regarde au même endroit et aucun lien ne les relie, si ce n'est qu'ils sont tous enfermés dans le tableau. Alors dans ce tableau, tu vois les talents du peintre pour le portrait et il est tout à fait possible qu'il ait exposé ce tableau dans son atelier pour montrer ses talents de portraitiste à de futurs clients qui passaient à l'atelier. Mais ça peut être aussi une démonstration de la position sociale qu'il a acquise, parce que tu te doutes bien que au XVIIIe siècle, les classes populaires n'avaient pas de domestiques chez eux. Ça représente aussi un idéal de service domestique, donc par exemple avoir une cuisinière, un page, un valet, etc., etc. Les personnages semblent attendre les instructions de leur maître. En plus de ça, ils sont totalement coupés de leur contexte et c'est vraiment uniquement par les habits qu'on peut reconnaître leur fonction. Par exemple, la cuisinière, actuellement, elle n'est pas dans une cuisine. Ce qui est aussi intéressant dans ce tableau, c'est qu'il va représenter les différents âges de la vie, et finalement, ça sera les différents âges que vont traverser les étudiants de Poudlard au sein de l'école, mais aussi quand ils en sortiront et qu'ils deviendront de vrais sorciers. Ensuite, on va se diriger vers la salle commune de Gryffondor. Bien évidemment, l'autre tableau auquel tu as dû penser en pensant à Harry Potter, c'est la grosse dame qui garde l'entrée de ce dortoir. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, certaines œuvres réalisées par les décorateurs ont sûrement pris leurs ressources dans l'histoire de l'art anglais, et la grosse dame pourrait très bien correspondre au portrait victorien. On voit que c'est une dame noble et riche, déjà par sa tenue qui est en satin, mais aussi par tous les bijoux qu'elle porte, ainsi que sa coiffure qui est très apprêtée. Mais tu as aussi le paysage derrière qui peut indiquer en fait le terrain d'une de ses propriétés. Effectivement, encore une fois, tu te doutes bien que la classe populaire du 19e siècle n'a pas un terrain immense comme ce qui est derrière la grosse dame. Tu peux retrouver ce genre de portrait avec Franz Winterhalter, qui a pu peindre des portraits de l'élite sociale de l'époque. Je te laisse donner le code à la grosse dame pour entrer dans la salle commune et on va aller voir ce qui s'y cache. Password. Caput Draconis. Follow me, everyone. Keep up. Quickly, come on. Gather round here. Welcome to the Gryffindor Common Room. Boys' dormitories upstairs and down to your left. Girls, the same on your right. Évidemment, avec cet extrait, tu as dû remarquer l'énorme tapisserie qui orne les murs de la salle commune. Cette tapisserie est considérée comme un chef-d'œuvre du Moyen-Âge, et si ça t'intéresse, sur Paris, tu peux aller la voir au musée de Cluny. Elle s'appelle la tapisserie de la Dame à la licorne, et elle a été réalisée entre 1484 et 1538. La Dame à la licorne est composée de 6 tapisseries qui forment une suite. Chacune d'elles représente un sens. Par exemple, quand la Dame à la licorne joue de l'orgue, ça représente Louis. Lorsqu'elle est en train de confectionner une couronne de fleurs, c'est l'odorat. Quand elle touche la corne de la licorne, mais aussi le drapeau, c'est forcément le toucher. Quand elle tient dans ses mains un miroir dans lequel on peut voir le reflet de la licorne, c'est la vue. Et lorsqu'elle donne à manger aux oiseaux, c'est le goût. La dernière tapisserie, elle est un petit peu plus complexe et les chercheurs ils sont encore en débat sur son sens. Et la seule indication qu'il y a dessus, c'est « à mon seul désir ». Les chercheurs ont établi qu'il pourrait s'agir du 6e sens, qui était une croyance au Moyen-Âge, qui consistait à devenir notre être véritable et à faire appel à notre cœur. Ici, dans cette tapisserie, la Dame à la licorne va refuser les bijoux qu'on lui offre, parce que pour être son être véritable, elle n'a pas besoin de fioritures, de superficiel. Selon la Gazette du Sorcier, la présence de cette tapisserie dans la salle commune n'est absolument pas un hasard et elle pourrait symboliser les valeurs de la maison Gryffondor. Les fameuses valeurs sont courage, loyauté, force, savoir, mais aussi confiance en soi et en ce que dicte le cœur. Donc finalement, par exemple, tu vas trouver le lion qui peut se rapporter à Gryffondor, même si le réel symbole de Gryffondor, c'est le griffon. Mais le lion qui est un symbole qui est l'allégorie de la force, mais tu vas aussi retrouver
la licorne qui va rappeler la licorne qui sera plus tard tuée par Voldemort. Et tu peux aussi retrouver des analogies entre Harry et la Dame à la licorne puisque tous deux suivent leur cœur, leur instinct. Et si tu veux en savoir un peu plus sur ce sujet et même sur la tapisserie en général dans ce contexte, je te laisse aller voir l'article de la Gazette du Sorcier qui est en barre d'infos. Dans cette même salle commune, on va encore une fois retrouver notre ami Hogarth. Ici, on va avoir le contrat de mariage qui fait partie d'une série de tableaux qui s'appelle Mariage à la mode. Celui-ci, c'est le premier de la série qui a été réalisé vers 1740. Ici, le tableau est tronqué et il est revisité à la sauce sorcier. Mais je vais quand même un peu t'en parler de ce tableau parce que ça peut être quand même intéressant. Il n'y a pas nécessairement de réel lien avec la saga, mais pour ta culture, je vais quand même t'en parler. Ce tableau représente la conclusion des négociations entre le comte Skander, qui est tout à droite, et l'alderman porte une veste rouge. L'alderman en France, c'est l'équivalent d'un échevin qui est un magistrat municipal jusqu'à la Révolution. Au fond, tu trouves Lord Scanderfield, le futur mari, et la fille de l'alderman. L'alderman est un riche marchand, conseiller municipal et magistrat qui est prêt à mettre le prix dans ce mariage pour gravir l'échelle sociale. L'aristocrate, lui, va avoir besoin d'argent pour financer son mode de vie. Si tu regardes un peu l'intérieur, tu comprends très vite qu'il vit au-dessus de ses moyens, notamment avec la collection impressionnante de tableaux qu'il a sur ses murs, aussi avec ses vêtements, qui sont quand même des vêtements très riches. Mais si tu regardes aussi son ventre, tu comprends qu'il a quelques symptômes de la goutte, qui est une maladie provoquée par un excès de nourriture. Aussi, si tu regardes à la fenêtre, tu peux voir qu'il y a une maison en construction, mais que les travaux sont arrêtés, certainement parce que l'aristocrate n'a plus assez d'argent pour financer les travaux. Au centre des deux hommes, tu peux trouver le régisseur qui tient dans ses mains les documents d'hypothèque. Le riche homme se laisse convaincre peu à peu par les paroles de l'alderman en montrant fièrement son arbre généalogique. L'alderman, lui, il a une pose moins élégante, il a des vêtements plutôt quelconques et il se la raconte un petit peu en mettant bien en avant sa chaîne municipale. Les futurs mariés, eux, sont totalement indifférents. Le lord est plus préoccupé par se regarder dans le miroir plutôt que de regarder sa future femme. Pour ses habits, c'est la dernière tendance parisienne, ce qui laisse supposer aussi qu'il revient d'un voyage en France. Donc déjà qu'il a les moyens de voyager en France. Mais aussi ce que tu peux observer, c'est cette petite tache noire qu'il a sur le visage. Ce n'est absolument pas un défaut de la peinture. Chez Hogarth, c'est le symbole d'homme à la syphilis, qui est une maladie vénérienne. La fille, elle, est inconsolable et elle écoute les réconforts de l'avocat, Silvertongue, qui globalement lui fait le listing de tous les avantages qu'elle aura si elle se marie à cet homme. Mais si tu regardes bien cet avocat, il a les joues un petit peu rouges, il taille sa plume de façon un petit peu tendancieuse puisqu'il est littéralement en train de flirter avec la jeune fille. Ensuite, en bas à gauche, tu as deux chiens qui symbolisent le couple où l'amour est totalement absent. Donc comme je te l'ai dit, il n'y a pas véritablement de grand lien avec la saga, à part que ce tableau a été tronqué et revisité version sorcier. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe dans la grande salle. It's just bewitched to look like the night sky. I read about it in Hogwarts, a history. Peut-être que ce détail t'a échappé parce que c'est pas forcément très évident, mais si tu regardes la chaise sur laquelle s'assoit Dumbledore, peut-être, si tu connais un petit peu cette période, elle t'a rappelé le trône d'Édouard Ier. Ce trône est aussi appelé chaise du roi Édouard ou chaise de couronnement. Pourquoi chaise de couronnement? La chaise a été commandée par le roi lui-même en 1307 et à partir de l'année suivante, 1308, cette chaise servira pour tous les couronnements des rois qui vont suivre. Donc comment te dire que dans le patrimoine britannique, cette chaise est extrêmement importante et connue. Donc voilà, il n'en faut pas moins à Dumbledore qu'un trône royal pour présider la grande salle. Ensuite, dans cette même grande salle, tu vas retrouver Harry et Ron jouer aux échecs version sorcier. Knight to e5.
Queen to E5. That's totally barbaric. That's wizard's chess. Évidemment, cette scène est aussi un présage de ce qui va arriver plus tard dans le film avec la bataille, avec le jeu d'échecs grandeur nature. Même si cette scène te paraît vraiment anodine et cet objet anodin, en fait, il s'agit, encore une fois, d'une œuvre très connue dans le monde anglo-saxon. Il s'agit du Lewis Chessmen qui a été découvert en 1831 dans l'île Lewis en Écosse. Les pièces de ce jeu sont faites d'ivoire et elles datent sûrement du XIIe siècle. Par contre, ce sont des œuvres norvégiennes. Pourquoi ça? Parce que, à l'origine, les îles Lewis étaient sous domination norvégienne. On suppose que l'arrivée des échiquiers en Norvège a commencé courant 11e ou 12e siècle. Et c'est notamment par les motifs utilisés sur les pièces qu'on a pu déterminer que ça venait plutôt de Norvège. Enfin, on va finir cette visite en passant par l'infirmerie. The stone has been destroyed. My friend Nicholas and I have had a little chat and agreed it was best all around. But then Flamel, he'll die, won't he? Comme tu l'as remarqué dans cet extrait, il y a deux tableaux au mur. L'un représente une infirmière et véritablement ne vient pas d'une œuvre originale et sert plutôt en fait de pendant au tableau qui est juste en face. Ce tableau n'est autre que Le Docteur de Sir Luke Fildes qui a été commandé en 1890 et exposé en 1891. Cette œuvre a été donc commandée par Sir Henry Tate qui va laisser le choix du sujet au peintre. Dans cette œuvre, Fildes peint un événement tragique qu'il a connu en 1877 puisqu'il va perdre l'un de ses fils qui est à cette époque à 1 an. D'ailleurs, le médecin du tableau a quelques traits physiques qui correspondent au peintre. Dans la toile, tu vois donc un enfant malade, extrêmement pâle. Il y a juste à côté le médecin inquiet à son chevet. Et au fond, dans la pénombre, les parents. Le père est debout et pose sa main sur l'épaule de sa femme qui est effondrée et en pleine prière. Tu peux observer un important travail sur la lumière qui vient de la petite lampe à gauche et qui brise la pénombre de la pièce. Et qui met aussi l'accent sur la scène principale du drame. La toile, elle est très populaire en Angleterre puisqu'elle fait partie du réalisme en peinture. En anglais, on appelle plutôt ça le social realism qui inclut vraiment la dimension sociale juste déjà dans le nom du mouvement. En fait, les peintres réalistes cherchent à représenter le réel mais pas en l'imitant, en essayant finalement de représenter la vie quotidienne tout en les mêlant à des thèmes sociaux. Ici, le lien avec Harry Potter est pas forcément très clair, mais simplement, quoi de mieux qu'un tableau de docteur et d'infirmière dans l'infirmerie. Il me semble que c'est tout du coup pour le premier opus de la saga. Si le concept te plaît, je peux toujours le dériver sur la suite des Harry Potter, mais aussi peut-être sur d'autres films, des séries ou d'autres choses. En tout cas, ça sera tout pour aujourd'hui et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!